À 6h15, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Certains la surnomment l'arbitre de nos libertés. Elle apparaît à chaque fois qu'il y a un sujet qui fait polémique dans la société. Qui est, à quoi sert cette Cour européenne des droits de l'homme qui siège à Strasbourg? Bonjour Aude Mirkovic. Bonjour. Vous êtes juriste. Déjà, elle sort d'où cette CEDH, cette Cour européenne des droits de l'homme? Alors, la Cour européenne des droits de l'homme, c'est une juridiction qui est instituée dans le cadre du Conseil de l'Europe et qui a pour mission de veiller au respect de la Convention européenne des droits de l'homme qui a été signée en 1950 par 47 États, dont la France. Et qui en est membre alors? Les membres La France oui, les membres sont des juges puisque c'est une cour et ces juges sont désignés par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, enfin sont élus par cette assemblée à partir d'une liste de 3 noms qui est fournie par chaque État membre. Et il y a combien d'États membres aujourd'hui? 47. 47. Elle est liée ou pas aux institutions de l'Union européenne? Ah, pas du tout. Elle Pas du intervient tout. dans le cadre du Conseil de l'Europe, qui est donc une structure qui est distincte de l'Union européenne et qui est d'ailleurs plus large puisqu'elle comporte 47 États. Donc quand on est énervé par la Commission européenne, par le Parlement, là ça n'a rien à voir. On est d'accord, c'est deux entités qui sont totalement distinctes. Non mais on peut être énervé aussi. On peut être énervé aussi. Et quelle est la force de ces décisions à cette Cour européenne des droits de l'homme? Alors les décisions sont obligatoires pour les États, qui ont donc l'obligation de les exécuter. À Et- partir du moment où on adhère, on est obligé de s'y tenir. Exactement. D'accord. Mais en revanche, la Cour se contente de constater des violations dans une affaire précise d'un droit garanti par la Convention, et donc l'État doit réparer l'atteinte qui a été portée à ce droit, mais la Cour n'a pas le pouvoir de modifier directement les droits, les législations des États. Simplement, les États sont vivement incités à mettre leurs droits en conformité avec les décisions de la Cour, à défaut de quoi ils risquent d'encourir des sanctions pécuniaires à répétition. Donc en réalité, en pratique, les États adaptent leur législation aux décisions de la Cour. Dans les faits, il n'y a jamais d'amende comme ça, tout rentre dans l'ordre, dans les temps. Enfin, les États ont compris que c'était finalement au-dessus d'eux. Un État peut être condamné pour manquement dans l'exécution des décisions de la Cour, mais là encore, les sanctions financières se chargeront de le convaincre très vite d'obtempérer. C'est déjà arrivé qu'un État subisse ces sanctions? Oui, tout à fait. Ah oui. La France, non? Certainement, de mémoire, là, je ne sais plus, mais oui, certainement. Mais en général, dans la plupart des cas, les États non seulement Obéissent. réparent, enfin ils obéissent. Oui, voilà. Mais cette Cour européenne des droits de l'homme, Aude Mirkovic, elle se saisit des sujets qu'elle considère être de sa compétence, ou il faut que ce soit des citoyens qui aillent la chercher, qui la saisissent? Comment ça se passe? Alors, il faut que le sujet soit de sa compétence, il faut que des citoyens aillent la chercher. En réalité, il y a 2 types de requérants possibles. D'abord, un État peut saisir à la Cour pour déposer une requête contre un autre État. Mais c'est assez rare. Ouais. Et la plupart des requêtes devant la Cour sont intentées par des particuliers ou des groupes de particuliers, des ONG, qui s'estiment victimes d'une violation d'un des droits qui est garanti par la Convention. Et en général, ça vient à l'issue d'un processus judiciaire duquel on n'est pas satisfait, comme dans l'affaire Lambert, par exemple? Oui, et en fait, c'est une obligation parce que pour pouvoir saisir la Cour européenne des droits de l'homme, il faut d'abord avoir ce qu'on appelle épuiser les voies de recours internes. D'accord. C'est-à-dire que les gens doivent d'abord demander dans leur État à la justice le respect de leurs droits. Et c'est uniquement s'ils n'ont pas obtenu gain de cause qu'en dernier recours, ils peuvent saisir la Cour européenne. Alors demain, très concrètement, cette Cour européenne des droits de l'homme va dire si oui ou non on a le droit d'interdire le voile islamique intégral en France. Sur quoi elle va se baser pour se prononcer? Eh bien, la Cour se fonde sur l'ensemble des articles de la Convention européenne des droits de l'homme qui définissent un certain nombre de droits. Donc, en l'occurrence, la liberté de conscience, de la liberté de religion sera en cause. Mais il y a aussi de nombreux droits, le droit au respect de la vie privée, le droit à la vie, le droit à un procès équitable. Donc, la Cour se fonde sur le texte de la Convention. Mais il faut bien reconnaître que Mais en même temps, ce ce texte... qui est compliqué, c'est que le texte de la Convention, notre droit à nous, il est censé être en accord avec le texte de la Convention aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Et surtout, c'est que ce texte a été adopté par les États en 1950. Donc, il y a un certain nombre de problématiques qui sont aujourd'hui devant la Cour, qui n'ont jamais été discutées, négociées par les États, et pour lesquelles les États ne se sont pas engagés. Et la Cour s'est auto-investie de la compétence d'adapter la Convention européenne des droits de l'homme aux nécessités d'aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, les États se retrouvent condamnés sur Donc on a signé un texte et la Cour européenne fait évoluer ce texte comme bon lui Exactement. semble. Voilà, donc les juges ne représentent qu'eux-mêmes, ce qui n'est pas du tout un problème quand ils appliquent le texte sur lequel se sont engagés les États. Mais aujourd'hui, en fait, ils construisent le texte au fur et à mesure. La Cour européenne des droits de l'homme a également pris une décision la semaine dernière sur la PMA, la procréation médicalement assistée. Elle dit quoi cette décision et elle change quoi? Eh bien, cette décision condamne la France parce que la justice française n'a refusé de transcrire sur le registre français d'état civil les actes de naissance étrangers des enfants nés de gestation pour autrui à l'étranger. Donc concrètement, la Cour européenne des droits de l'homme oblige la France à fermer les yeux en cas de recours à la gestation pour autrui à l'étranger, ce qui est quand même un comble en matière de droits de l'homme. Donc on voit bien que là, la France se retrouve condamnée sur le sujet de la gestation pour autrui,
sujet qui n'a jamais fait l'objet du moindre engagement de la part des États, ni du moindre débat. Et qui est l'objet d'un gros débat de société en France aujourd'hui. Donc finalement, elle règle le problème pour nous. Voilà, la France est privée de son débat et la Cour européenne des droits de l'homme s'immisce dans les affaires internes sur, encore une fois, sur un sujet sur lequel les États ne se sont jamais engagés. C'est pas rétroactif, ça, c'est sur des naissances d'il y a quelques années. C'est pas rétroactif comme application. Non. C'est à partir de maintenant. À partir de maintenant, exactement. Il n'y a pas un petit déni de démocratie derrière tout ça, quand même? Il y a un gros déni de démocratie derrière tout ça. Ouais. C'est-à-dire que voilà, le juge a pour mission d'appliquer la loi. En l'occurrence, d'appliquer la Convention européenne des droits de l'homme. Mais là, le juge écrit au fur et à mesure la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui est très gênant, effectivement. Beaucoup de Français, Aude Mirkovitch, n'avaient jamais entendu parler avant la semaine dernière et l'affaire Lambert de cette Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce qu'elle prend de plus en plus de pouvoir? Oui, d'après ce que vous dites, elle prend ses aises un petit peu depuis quelque temps ou... Ah oui, mais depuis longtemps déjà, elle prend ses aises et elle a beaucoup de pouvoir et un pouvoir qui est sans limite puisque elle interprète, comme elle le dit, la Convention de façon dynamique pour l'adapter aux problématiques de notre temps. Alors certains sujets, certains droits qui sont contenus dans la Convention ont été détaillés par la suite par des protocoles additionnels sur lesquels les États se sont engagés de façon plus précise. Mais pour l'immense majorité des droits que la Cour applique, c'est elle-même qui écrit le texte au fur et à mesure. Et ils réagissent vite sur cette affaire Lambert en particulier. C'est une instance qui se réunit en permanence, qui est disponible à tout moment. Pas toujours aussi vite. Le délai moyen, c'est à peu près 3 ans de traitement des affaires. Mais simplement, quand il y a un risque... Là, ils ont mis 3 heures la semaine dernière. Voilà. Non, mais il s'agit d'une mesure d'urgence. C'est exceptionnel. Lorsqu'il y a un risque de dommage imminent et grave pour la vie d'une personne ou son intégrité physique, la Cour peut prendre une mesure provisoire, c'est-à-dire qu'elle demande à l'État de suspendre sa décision en attendant qu'elle-même ait le temps de statuer au fond. En même temps, elle est pratique. Elle permet au législateur de trancher quand il n'ose pas y aller, non? Exactement, ils peuvent se reposer un peu dessus de temps en temps, non? C'est exactement ce que fait le gouvernement, qui a déclaré qu'il ne ferait pas appel de la décision alors qu'il en a le pouvoir, parce qu'en fait, il ne désire pas lutter efficacement contre la gestation pour autrui en France. Dernière question de Mirkovitch. Est-ce qu'elle est aussi intransigeante avec la Turquie, la Russie, qui en sont membres, qu'avec nous? On sait que la Russie n'est pas réputée pour sa très grande rigueur sur le respect des droits de l'homme. Est-ce qu'elle va les titiller comme nous? Elle nous dit il faut faire ci, il faut faire ça et pas autrement. Oui, elle titille tout le monde. Et il écoute les Russes aussi? Oui. D'accord. Donc elle est quand même très très puissante, cette Cour européenne des droits de l'homme. Exactement, oui. Bon. C'est le grand censeur européen qui se charge de nous dire ce que nous devons faire et penser. Je sens qu'elle vous agace un peu, non? Beaucoup. Ouais, on a entendu. Merci Aude Mirkovitch d'être venue en direct sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous avez écrit un livre sur un sujet qui fait beaucoup parler et débattre. On l'évoquait avec Julie. PMA, GPA, la controverse juridique. Ouvrage publié aux éditions Teki. Bonne journée à vous.